Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui parle des itinéraires bis vers la parentalité. On parle aujourd'hui plus précisément de PMA et nous partons à la rencontre des professionnels de la PMA. Alors au cours de cette série de hors-série sur ce sujet, nous allons donner la parole aux professionnels aussi bien médicaux que non médicaux qui vous accompagnent dans vos parcours de PMA. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons donner la parole à un médecin biologiste, à une gynécologue en centre d'AMP. Le but, vous aider à mieux comprendre le rôle de chacun de ces professionnels. Cet épisode peut être particulièrement bénéfique si vous êtes à l'aube d'un parcours de PMA, pour savoir un petit peu à quoi vous attendre. Mais pas que. J'ai eu des conversations passionnantes avec chacun de ces professionnels et je pense personnellement moi que ça m'aurait beaucoup aidé d'en savoir plus justement avant de me lancer dans mon parcours. Alors je vous souhaite une excellente écoute et je tiens à remercier tout particulièrement le centre d'AMP du CHU de Brest pour sa disponibilité et sa gentillesse dans la préparation de cet épisode. Alors c'est parti, bonne écoute. Bonjour Damien, merci beaucoup d'avoir accepté de me rejoindre sur le podcast. Tu nous parles aujourd'hui de Brest, tu es médecin biologiste au CHU de Brest. Comment vas-tu? Bienvenue. Écoute, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer et puis de partager un peu notre expérience parce que je parle un peu au nom de l'équipe parce que chaque centre de FIV aussi c'est une manière un petit peu de faire donc l'expérience elle est aussi locale puisque chacun en fonction de ses ressources et de son activité propose un peu des solutions différentes en termes d'accompagnement. Avant d'élargir au niveau de l'équipe, est-ce que tu pourrais nous présenter et nous expliquer un petit peu justement le rôle du médecin biologiste dans le parcours et à quel moment est-ce qu'il intervient justement dans le parcours quand on décide de se lancer en PMA? Alors donc déjà moi je suis médecin biologiste donc spécialisé en biologie de la reproduction. Il faut savoir qu'il y a différents profils de personnes qui peuvent avoir ce titre puisqu'on accepte aussi donc les pharmaciens et quelques scientifiques même maintenant si c'est plus rare. Et du coup on va avoir les 3 types de profils. Ce qui va faire qu'on va avoir des gens qui vont être plus côté médical avec les pathologies, puis d'autres plus un peu côté du fondamental avec la culture embryonnaire. Donc différents aspects pour le même métier, mais voilà qui se complètent assez bien dans l'ensemble. Donc moi, donc je suis médecin biologiste. Donc mon rôle, on va avoir 3 points sur le concept global d'AMP. C'est surtout le côté masculin qu'on va prendre en charge nous, avec le bilan de fertilité masculin qui va être vraiment l'examen clé. C'est le spermogramme, spermocytogramme qui est l'examen de base. Et puis sur lequel on va pouvoir après faire un premier diagnostic et des examens complémentaires après si ça vaut le coup. Et puis on va regarder aussi nous tout ce qu'on va intervenir pour tout ce qui est préservation de la fertilité et tout ce qui va être don de gamètes hommes et femmes, on va intervenir. Et puis donc bien sûr l'AMP, on va participer aux inséminations et puis donc les fécondations in vitro avec ou sans ICSI. Et puis donc le corollaire qui est la congélation embryonnaire après quand on a des embryons qu'on a pu conserver. D'accord, donc en fait vous intervenez dans à peu près tous les parcours, enfin dans tous les parcours. En fait, il n'y a pas un parcours de PMA qui peut se passer sans votre intervention. Non, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est un peu les acteurs de l'ombre pour les patients, parce que selon les centres, on va être plus ou moins visible. Nous, on rencontre les patients plusieurs fois au cours du parcours, mais il y a d'autres centres où le biologiste, c'est à peine si les gens l'ont vu une fois ou deux. Et surtout, ce que les gens ignorent, c'est que c'est un peu le laboratoire qui fait la clé du succès. Il y avait une étude qui avait montré que le gynécologue, il est responsable, on va dire, de 15% du succès. Le laboratoire, c'est autant que le couple, c'est-à-dire c'est une quarantaine de pourcents. D'accord. Et puis 5%, un peu le hasard. Donc ça veut dire que les gens, ils voient toujours le gynécologue comme la porte d'entrée parce que c'est lui qui a pignon sur rue, c'est par lui qu'on a accès souvent au PMA. Mais il va faire le traitement, il a un impact sur le traitement, mais c'est pas ça qui est le plus important, c'est vraiment les conditions de laboratoire derrière et les stratégies de laboratoire qui vont vraiment impacter le taux de grossesse. D'accord, OK. Donc toi, tu me disais, avant qu'on lance l'enregistrement que tu prends le temps vraiment de rencontrer chaque, couple et de bien comprendre chaque projet, avant qu'il débute quoi, au sein de votre centre, et que c'est pas forcément le cas, au sein de chaque centre, peut-être que par, manque de temps, de ressources, de moyens. Est-ce que tu peux m'expliquer justement un peu, votre, démarche et pourquoi justement tu prends ce temps-là? Alors, donc pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est qu'on va essayer maintenant de personnaliser un petit peu la stratégie de transfert embryonnaire. Donc je parle là de la fécondation in vitro, mais dans l'insémination, c'est le même principe, c'est-à-dire que le gynécologue va poser l'indication, on va se retrouver à décider qu'on va passer en fécondation in vitro ou en insémination. Donc on a forcément un staff multidisciplinaire où
tous les dossiers sont validés autant par les gynécologues que par les biologistes. Et puis, donc, à ce moment-là, quand on va intervenir, donc moi, je vais rencontrer les gens au début du parcours, que ce soit insémination ou FIV. Et lors des FIV, on va les voir à chaque transfert embryonnaire, d'accord, pour faire le point avec eux. Et l'idée en amont, c'est de leur expliquer pourquoi faire une insémination, pourquoi faire des fécondations in vitro chez eux. C'est de leur expliquer, en ayant vu leur dossier médical, si on va venir résoudre un problème, si les trompes sont bouchées, si le sperme est incompatible, ou de leur dire aussi quand on vient faire des traitements pour sans aucune cause, de savoir aussi que des fois on propose des fécondations in vitro alors qu'il y a tout fonctionne et que dans ces cas-là, on ne sait pas trop pourquoi on vient apporter une solution et du coup la réponse peut être variable puisqu'on ne sait pas trop ce qu'on vient corriger, donc c'est un peu la surprise avec le traitement Dans le parfois. cas d'infertilité inexpliquée, tu veux dire? Voilà, parce D'accord. que aussi bien des fois c'est quelque chose qui était passé inaperçu qu'on vient résoudre et ça marche très rapidement, ou aussi bien le problème en fait on vient pas le corriger puisque si c'est un problème on va dire de qualité embryonnaire ou d'utérus, ça on a assez peu d'impact dessus et donc du coup ça risque de rester pareil derrière. Voilà. Et donc depuis quelques années, nous on faisait partie des centres qui il y a encore une dizaine d'années on avait une stratégie qui était commune à tout le monde. Maintenant, avec les progrès de la culture embryonnaire, de la congélation, on a vraiment une stratégie qui va dépendre de chaque cas. En proposant des embryons à J3, à J5, d'en mettre un, d'en mettre deux, de ne pas faire de transfert, de congeler tous les embryons. Donc ça impose que les gens aient été prévenus en amont, qu'on leur explique pourquoi la stratégie, pourquoi chez eux, d'être sûr que si on met deux embryons, ils ont donné leur accord pour qu'on en mette deux parce qu'il y aura des risques de jumeaux forcément. Et puis, donc ça, c'est la partie vraiment stratégique et puis personnaliser un petit peu la prise en charge. Et puis, on va la modifier aussi au cours du parcours. Quand on a eu des fois deux échecs, on ne fera pas la même chose que la première ou la deuxième fois parce que c'est que ça n'a pas marché, donc il faut qu'on s'adapte. Et l'autre partie, c'est de regarder un petit peu tout le parcours ensemble. Nous, on va les contacter plusieurs fois. Donc, on va les contacter le jour de la ponction, le lendemain, ce qu'on va appeler le J1, et puis le jour du transfert pour faire un point d'étape et puis pour voir si ça se passe comme prévu. Parce que ce qu'on explique, c'est que nous, on a à peu près 20% de ponctions qui n'ont pas de transfert derrière. Donc, ça veut dire quand même un couple sur 5 chez qui on aura la ponction et derrière, une déception parce qu'on ne sera pas allé jusqu'au transfert embryonnaire. Et par faute d'embryons de bonne qualité, parce qu'on a aussi des cas où on va congeler les embryons, mais ça, je mets ça à part. D'accord. Donc, dans ces cas-là, l'idée, c'est d'avoir prévenu les gens déjà en amont de la prise en charge que cette situation peut arriver, qu'elle est assez fréquente, que si on le fait, c'est surtout parce que en France, les essais sont comptabilisés quand on fait le transfert embryonnaire. Donc, on a intérêt le couple, on a dans son intérêt plutôt on privilégie donc de ne pas transférer en se disant que ça leur préserve un essai qu'ils vont pouvoir recommencer derrière. Et puis donc en les appelant comme ça, le jour de la ponction, le lendemain et puis le jour du transfert, ils sont au courant de l'évolution. On leur dit voilà, tout se passe comme prévu. Il devrait y avoir des embryons à la fin. Et puis si jamais il y a une mauvaise nouvelle qui s'annonce, qu'ils soient prévenus au fur et à mesure pour qu'à la fin, quand ça arrive, ce soit pas la grande découverte. D'accord. C'est génial, c'est de pouvoir justement prendre le temps d'avoir cette ligne de communication ouverte, très fréquente. C'est souvent, je sais pas si le reproche, c'est le mot qui convient, mais voilà, c'est souvent en tout cas un besoin, exprimé en tout cas, de la part des patients. Donc, c'est chouette que vous ayez le temps, que vous preniez ce temps-là. Tu me parlais donc, au début donc, des 3 grands, points sur lesquels, tu interviens, donc, les bilans de fertilité chez les hommes, les dons de gamètes et puis, la FIV. Sur les dons de gamètes, on connaît les délais qui sont hyper conséquents en France. Est-ce que d'abord tu aurais quelque chose un peu à nous dire là-dessus? Et puis je serais curieuse aussi en fait justement de connaître ton avis sur le recours à l'étranger qui est alors en Bretagne, c'est peut-être un petit peu moins accessible, quoique c'est pas non plus immense la France, mais on a eu justement pas mal d'invités qui ont eu recours aux dons, notamment d'ovocytes en Espagne ou en Tchécoslovaquie, ou en République tchèque, pardon. Et donc voilà, je serais curieuse de savoir un peu ce que tu en penses. Donc déjà sur la question donc du don, donc nous c'est une activité qui est récente chez nous. Le don de sperme on le fait depuis 2016 et le don d'ovocytes depuis 2019. Donc on a un recul assez court dessus et ça se passe plutôt bien puisque on a beaucoup de donneurs qui sont venus. On avait peur puisqu'il y a déjà 2 gros centres sur Rennes. Donc on touche nous que la moitié ouest de la Bretagne et donc les gens sont assez généreux et donc on a des délais tout à fait acceptables par rapport à ce qui se passe sur le territoire national. On est à peu près à 1 an pour le don de sperme et à peu près 1 an et demi sur le don d'ovocytes. D'accord. Sachant qu'il y a des centres qui vont jusqu'à 2-3 ans sur le don Ouais. d'ovocytes.
Donc ça, c'est la situation actuelle. C'est compliqué avec le Covid, puisque depuis mars, on n'a plus le droit de prendre les donneurs, que ce soit donneurs de sperme ou d'ovocytes, et on imagine que la situation devrait perdurer jusqu'à au moins septembre. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va prendre 6 mois dans la vue de recrutement, qu'on n'a pas des stocks conséquents, nous et puis, d'autres centres comme nous qui, ont des banques avec assez peu de donneurs en stock et que donc forcément on va, prendre un petit peu de retard après dans les attributions et Et alors, puis se rajoutera à ça les lois de bioéthique, qui devaient être votées en juillet mais qui vont être retardées, mais on imagine toujours courant 2020. Et l'accès à la filiation aussi qui fait qu'on ne sait pas trop encore comment est-ce qu'on va gérer les donneurs qui sont déjà en banque par rapport au nouveau texte de loi. d'accord. Question, subsidiaire, je dirais, sur, là-dessus. Moi, j'avais compris et peut-être que justement c'est une mauvaise compréhension de ma part, que si quelqu'un donc vient faire par exemple un don d'ovocytes, au CHU de Brest, ce don ne peut pas être utilisé justement, dans la région, de Brest. C'est bien le cas ou Non, 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 ça dépend des centres, en fait? non, alors en fait, dans la plupart des centres, il n'y a pas d'échange de gamètes, chaque centre est indépendant. On fait partie des SECO, c'est un réseau national, mais c'est un réseau national qui est surtout sur la prise en charge, donc c'est-à-dire sur l'éthique, les textes réglementaires, tout ça. Après, nos banques, on est autonome dessus. On fait des partages de gamètes, surtout quand on va avoir des phénotypes rares, donc des patients de couleur ou des groupes sanguins particuliers. Voilà, mais pour la plupart des cas, on reste indépendant. C'est pour ça qu'il y a un nombre limité de sécos en France, de centres de dons, parce que justement, on veut limiter le bassin de population Ouais. de manière à pouvoir éviter justement la question de la consanguinité, mais qui pour le coup a été bien étudié. Il y a des stats dessus et voilà, le risque il est Minimal? jamais nul, mais il est extrêmement faible. Donc c'est ce qui fait qu'on travaille sereinement. Très bien et donc alors, qu'est-ce que tu penses justement du recours, à Alors ces moi, traitements étrangers? voilà, donc j'ai pas l'expérience de la République tchèque, mais effectivement, en Espagne, nous, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Il y a une ligne d'avion en Brest-Barcelone, donc Barcelone qui est quand même une des plus grosses villes en Espagne au niveau donc de l'AMP avec 3 gros centres. Donc nous, c'est une activité. Alors pendant quelques temps, on n'avait même plus le droit d'évoquer ça avec les patients. Maintenant, on l'évoque assez facilement. C'est-à-dire que quand on va avoir des gens qui vont être des candidats au don, et notamment quand on va se rendre compte qu'on va atteindre la limite d'âge en France, puisque c'est le jour des 43 ans pour la prise en charge. On peut avoir jusqu'à 2-3 ans pour une attribution. Donc, une femme de 40 ans, on sait que ça peut être compliqué à lui proposer un don d'ovocytes. Et donc, on va proposer, rappeler l'existence de ces centres de dons en Espagne. Alors où le fonctionnement, il est tout à fait opposé de ce qui se fait en France, et ce qui fait qu'ils ont des moyens sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir nous. Voilà, après, faut l'accepter, c'est ni bien ni mauvais, c'est juste une autre manière de faire, faut le savoir, puisque les donneuses sont rémunérées, c'est ce qui fait qu'ils vont avoir donc beaucoup plus de donneuses. En moyenne, elles sont beaucoup plus jeunes qu'en France, puisqu'on va passer un âge moyen de 22-23 ans contre 32 en France à peu près, pour l'âge moyen pour le premier don, mais c'est même plus en moyenne sur le recrutement des donneuses. Et puis, toute une batterie de tests génétiques qui vont être faits en Espagne, qu'on ne fait pas en France. C'est-à-dire que nous, c'est un interrogatoire qui va sélectionner les donneurs en disant vous avez des maladies génétiques dans la famille, donc vous êtes exclus. Eux, en Espagne, ils ont des puces ADN, ils cherchent, je vais dire une bêtise, mais 600 maladies. Si les gens sont porteurs, ils sont éliminés, mais au moins ils ont fait le diagnostic précis, d'accord, avec la recherche de mutations. Donc ça, c'est quelque chose qui est interdit en France. Et donc du fait qu'ils aient un recrutement donc déjà plus important, donc ça va réduire leur délai. Et puis ils vont avoir des donneuses qui sont plus jeunes avec donc des meilleures réponses ovariennes. Donc on va apporter chez un couple plus d'ovocytes, des ovocytes plus jeunes, et vraiment l'âge dans la fertilité chez la femme, c'est la clé. Donc des taux de grossesse forcément plus élevés, d'accord, qui vont être dus à ce recrutement. Donc voilà, ça explique les écarts de taux de grossesse qu'on va avoir entre les deux pays, les écarts de rapidité de prise en charge, parce qu'ils peuvent être, voilà, ils ont leur stock en direct, et ils peuvent dire voilà, on peut vous prendre maintenant. Ils sont pas limités par l'âge, la couleur de peau ou des phénotypes rares, et ils vont pouvoir dire voilà, on vous prend en charge assez rapidement. Donc c'est sans commune mesure entre l'un et l'autre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais système. C'est juste que nous, on a 3 piliers, c'est que ce soit anonyme, gratuit et volontaire.
Eux, c'est rémunéré. Donc voilà, c'est une autre démarche. Tu parlais tout à l'heure, tu évoquais rapidement, la fermeture, l'arrêt, de certains, transferts dus, au Covid. Qu'est-ce qu'il en est, en fait, de la situation, générale des centres de PMA suite à justement la fermeture complète, hein, de certains centres qui commencent à peine à réouvrir? Je crois que ça passait par, c'était des décisions qui étaient prises par, l'Agence régionale de santé. Tu peux nous en parler un petit peu de la situation actuelle? Bien sûr, donc en fait, on a reçu des instructions donc de l'Agence de la biomédecine, qui est une agence du ministère, qui donne les consignes. Et donc, ce sont les ARS, agences régionales de santé, après qui sont responsables de les appliquer. Donc, juste avant le confinement, on a reçu 2-3 jours avant les instructions donc d'arrêter toutes les prises en charge qui étaient en cours par rapport à l'épidémie de Covid. Et donc notamment, les dames qui avaient commencé à peine le traitement, on les a annulées. Les dames qui étaient en cours proche de la ponction, on est allé jusqu'à la ponction et on a fait une congélation totale d'embryons. On a arrêté les transferts embryonnaires et pour les inséminations, on les a arrêtés. Donc au début, l'idée c'était qu'effectivement, il fallait minimiser la circulation des patients donc dans les hôpitaux qui étaient à risque puisque possibilité de croiser des patients qui étaient malades. Il y avait un gros point d'interrogation au début sur les grossesses et donc le Covid, puisque l'épidémie était récente, les données chinoises, on sait qu'elles n'étaient pas fiables. Donc même s'il y avait aucune donnée qui était à risque, on s'est dit comme en PMA, on intervient médicalement pour induire la grossesse, c'est aussi de notre responsabilité. Et donc s'il y avait un risque supposé, on préconisait de stopper toutes les prises en charge. Donc ça a été le cas, ça après durant la durée totale du confinement. Et puis on a reçu nos premières directives vers mi-mai, juste après la levée du confinement. Donc émises par l'Agence de la biomédecine, rédigées avec tous les acteurs des sociétés savantes. Et on s'est mis en parallèle à discuter avec l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, puisque c'est elle qui nous donnait le feu vert. Et donc l'objectif, c'était de reprendre sur les populations donc sélectionnées, donc déjà d'éviter toute grossesse avec Covid, non pas parce qu'il y avait un risque pour le fœtus, mais parce que quelqu'un qui aurait un Covid sévère avec une grossesse, ça oblige à utiliser des médicaments qui sont incompatibles avec la grossesse. Donc les gens qui sont susceptibles de faire un Covid sévère sont pour l'instant pas pris en charge. Et la principale limitation, c'est que pour l'instant, toutes les femmes qui ont un IMC supérieur à 30, on les prend plus en charge. Et ça, c'est vrai que c'est assez impactant puisque ça concerne quand même pas mal de patientes. Et c'est souvent mal vécu parce que c'est assez peu présent dans l'idée générale qu'il y a un lien entre obésité et le Covid. Et donc, souvent, les patients tombent un peu des nues quand on leur apprend ça et qu'on doit leur dire qu'on va être amené à suspendre la prise en charge tant qu'on n'a pas de nouvelles recommandations. Voilà. Ça, c'est le premier tri. Et puis le deuxième, c'était de reprendre tout d'abord toutes les dames qui ont été annulées, puisqu'elles, on avait commencé, donc on reprend. Et la dernière chose, c'est que on avait comme objectif de reprendre à 50% de notre activité. Donc nous, on avait prévu reprendre et puis faire plus pour pouvoir juguler un peu ces 2 mois de pause. Et en fait, on doit reprendre en faisant moitié moins que d'habitude. Donc ça veut dire que le retard, on continue de l'accumuler pour l'instant. Notre situation locale nous fait que on arrive tant bien que mal, on sent bien l'activité à avoir une activité qui va être quasiment normale, mais on est quand même contraint par les salles d'attente, les salles de réveil après les fonctions, où les flux sont limités et puis donc du coup des difficultés à faire circuler les gens. Et puis, d'autres centres comme le nôtre, on est un CHU, on a accueilli des patients Covid au sein de l'établissement. Et durant la fermeture, moi, j'ai envoyé 80% de mon personnel sur des secteurs Covid en renfort. Et donc, le circuit Covid, il existe toujours. Donc, nous, à Brest, on n'a jamais été trop concernés par l'épidémie. Mais ces gens qui étaient sur ce circuit Covid, qui faisaient donc les prélèvements et les résultats pour les tests au laboratoire, il a fallu qu'on les récupère. Et donc, tout ça, fallait qu'il y ait des gens pour les remplacer, donc à des contraintes de ressources humaines. Donc, je dirais que là, on estime qu'on n'est pas trop loin d'avoir repris une activité à 2/3 de la normale, et on espère qu'en septembre, peut-être qu'il y aura des nouvelles recommandations, et que tout ça fera que la situation sera normale après l'été, puisque comme beaucoup de centres, on va être amené à fermer 2 semaines en août. D'accord. Pour finir, Damien, est-ce qu'il y a, selon toi, je sais pas, des incompréhensions, fréquentes sur, la PMA, sur, le rôle du médecin biologiste, sur le rôle des centres, hospitaliers? Est-ce que tu pourrais, enfin, je sais pas, quels sont, les messages, tu penses, importants, qui seraient bons de clarifier justement auprès des patients ou des futurs patients que tu pourrais rencontrer?
Alors, ce qu'on est amené souvent à rencontrer, hein, c'est surtout les gens qui sont en situation d'échec et qui vont venir reconsulter. Alors souvent, ils ont le réflexe de reconsulter le gynécologue puisque c'est lui qui a prescrit le traitement et qu'ils ont rencontré le plus. Et puis, ben, nous, souvent, on les aiguille vers moi en leur disant, ben, allez voir le médecin biologiste parce que peut-être que lui pourra vous dire des choses qu'il a vues au laboratoire, qu'il pourra interpréter. Un gynécologue, il a eu forcément l'information aussi, mais il n'a pas le même regard. Et donc, du coup, quand on les reçoit, ben, on leur explique un petit peu le fonctionnement au laboratoire de ce que c'est que des résultats qui sont, entre guillemets, normaux. Hein, c'est souvent là-dessus qu'on est amené à se rapprocher, c'est de rappeler ce que c'est que ben, la fertilité naturelle, de dire que dans l'espèce humaine, ben, les résultats naturels, c'est quand même pas non plus exceptionnel. C'est 25% de chances de grossesse par mois à 25 ans quand tout va bien. Et quand on va arriver vers la quarantaine, on va tomber à 5% de chances de grossesse mensuelle. Donc dès là, c'est normal pour un couple de mettre plusieurs mois à avoir un début de grossesse. Et c'est pour ça que on dit communément qu'il faut qu'il y ait au moins 1 an de rapport non protégé pour qu'on parle de difficultés à concevoir. À partir de là, en fécondation in vitro, on va avoir une baisse des résultats qui va être liée à l'âge, autant dans la fertilité spontanée. Donc, on va avoir des taux de grossesse qui vont être de l'ordre de 40% avant 35 ans et qui vont diminuer parallèlement à l'âge. Et on va se retrouver avec des taux de grossesse aux alentours d'une quarantaine d'années, entre 5 et 10%. Avec une variabilité interindividuelle, ça veut dire que ça prend en compte l'âge et aussi le nombre d'ovocytes. Et les femmes qui auront et l'âge et la réserve ovarienne qui seront altérées, ben, il y aura une double peine puisque les deux sont importants pour le pronostic. Et l'idée vraiment de proposer des fécondations in vitro après 40 ans, surtout s'il n'y a aucune cause, hein, et on prend beaucoup de gens en charge chez qui ben, le sperme est normal, les trompes sont perméables, il y a des ovulations mensuelles, c'est de se dire que sur un cycle, on aura plusieurs ovocytes et que ces ovocytes supplémentaires, on va apporter plus de chances. C'est vraiment l'intérêt de la FIV. Et donc, on se rend compte que chez des dames qui vont avoir 2, 3 ovocytes, au final, on aura exactement les mêmes taux de grossesse que les chances de grossesse spontanée. Donc, c'est souvent ça qu'on est obligé de faire un petit peu, c'est de rappeler quelles sont nos performances optimales. Hein, c'est 40% quand tout va bien, et puis ça peut descendre beaucoup moins bien, beaucoup plus bas quand l'âge est passé par là. OK, super. Pour finir, j'ai pensé juste à une dernière question, que je voulais te poser. Tu parlais justement donc voilà de boucler la boucle avec, des couples, des personnes qui sont en parcours qui malheureusement, n'amènent pas au résultat escompté. Hem, j'interviewais encore récemment un couple justement qui me disait que voilà après 5 ans d'essai ça n'a pas marché, ils se sont retrouvés un peu lâchés dans la nature et qu'ils auraient aimé justement avoir ne serait-ce qu'un petit bilan, un petit entretien de fin pour ne serait-ce que en fait voilà les aiguiller mais aussi prendre en charge un peu le côté psychologique. Et comment est-ce que vous prenez ça un petit peu en compte dans vos démarches et est-ce que vous encouragez justement vos patients à chercher de l'aide auprès d'autres professionnels éventuellement? Pour, adresser cet aspect? Alors, bah, 2 choses, c'est-à-dire que, bon, déjà, on fait un suivi de grossesse, c'est-à-dire qu'on contacte les patients à l'issue de la tentative pour voir si ça a fonctionné, hein, et on revoit, nous, tous nos dossiers en staff, que ça ait fonctionné ou pas, puisque c'est intéressant pour nous de voir les 2 aspects, de voir à chaud chez qui ça a fonctionné et chez qui ça n'a pas fonctionné. De là, on propose toujours de revoir le médecin référent, voilà. Et mais c'est vrai qu'une fois que les gens n'ont pas rappelé, on va pas les recontacter puisque, ben, c'est aussi un choix des gens de prendre une distance avec nous parce qu'on peut leur rappeler des mauvais souvenirs. Donc, je dirais que c'est à eux de nous contacter si besoin aussi, puisque chacun là-dessus va pouvoir être désireux de choses différentes. Donc, on est disponible, mais on va pas provoquer forcément le rendez-vous s'il n'est pas demandé. Après, donc sur la prise en charge psychologique, c'est un aspect donc théoriquement, on est obligé de le proposer au cours de la prise en charge, hein. Donc chaque centre, on doit avoir à disponibilité soit des psychiatres, soit des psychologues justement pour cette prise en charge. C'est notre cas à nous, mais c'est vrai qu'on a toujours des difficultés ben, de ressources humaines, hein, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire qu'on a 2 personnes, mais qui sont là sur des créneaux très courts, et c'est vrai qu'on a une forte demande, hein, donc de gens qui vont alors il y en a, hein, c'est tout bête, c'est des pathologies psychiatriques à évaluer, des dépressions ou autres, donc pour laquelle il faut faire un point par rapport à la grossesse, mais aussi beaucoup voilà de gens qui vont être en difficulté puisque ben tout ce que vont amener les échecs de PMA, avoir besoin de soutien, et puis donc de professionnels qui sont à la fois conscients du dossier parce qu'ils connaissent un petit peu le fonctionnement, mais en même temps ils sont à part. C'est vraiment des
professionnel d'un autre domaine et pouvoir avoir un accompagnement et puis proposer, aiguiller après, d'avoir d'autres psychologues, psychiatres sur le terrain plus proche de chez eux puisqu'on travaille quand même sur une large région, d'avoir après un suivi personnalisé plus proche de chez eux. Mais c'est vrai que ça reste toujours un aspect qui est mis en retrait parce que nos consultations sont très intenses, très chargées. Il y a beaucoup d'informations. On a beaucoup de choses à expliquer aux gens. On a un cadre réglementaire qui est très lourd avec des consentements à signer, des textes à expliquer. Et c'est vrai que l'aspect psychologique, on y pense, mais on a souvent l'oubli, hein, moi le premier, Il vient un peu de en dire fin de aux gens, parcours mais finalement. voilà, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est là, vous pouvez le consulter. Voilà. Et c'est vrai que c'est mis un peu en retrait. Je pense aux annonces d'azoospermie, hein, de dire chez un homme qu'il n'a pas de spermatozoïdes. On sait que il y a des études qui montraient qu'il y avait jusqu'à 87% de syndrome dépressif derrière, donc c'est un vrai impact. Et c'est vrai que nous, dans notre routine, c'est quelque chose de tout à fait commun et on oublie parfois l'impact d'une telle annonce sur une personne, puisque pour nous, ça restera quelque chose de quotidien. Et c'est là où voilà d'aiguiller les gens aussi vers leur médecin traitant, parce que les généralistes, voilà, localement aussi, ils ont les réseaux et puis de pouvoir apporter le support qu'il faut à ce moment-là. Ok, super. Bon, écoute, c'est super intéressant tout ça. Merci beaucoup, Damien. Je te souhaite une excellente continuation Merci et beaucoup. puis je te dis à très bientôt. Merci. Alors, je vous propose de continuer notre tour d'horizon et nous partons à la rencontre du docteur Sarah Bouet, qui est gynécologue au service de PMA et de fécondation in vitro du CHU de Brest. C'est parti. Bonjour docteur Sarah Bouet, bienvenue sur le podcast. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous poser quelques petites questions, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, donc bonjour et merci de votre accueil également. Donc je suis Sarah Bouet, je suis médecin gynécologue médical. J'ai une activité de consultation en gynécologie et puis surtout sur le centre d'AMP, donc d'assistance médicale à la procréation, au CHU de Brest en Bretagne, en France. D'accord, merci. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez choisi cette spécialité ? Alors c'est une spécialité moi qui m'attirait tout déjà du fait de l'activité de consultation. Essentiellement, c'est un planning hebdomadaire qui nous permet de travailler aussi sans garde. On a des astreintes de week-end, mais essentiellement des horaires journaliers. Et puis aussi être auprès des femmes, on va dire, moi je vois des petites filles jusqu'à des patientes de 80-90 ans parfois. Donc c'est vraiment une spécialité qui est très transversale et qui nous permet aussi de faire des petits gestes chirurgicaux, des petits gestes techniques. Et c'est quelque chose, moi, qui m'attirait beaucoup. Ah oui, donc une grande diversité au quotidien dans vos actions quand même, hein. Alors, une question qui revient souvent au sein de la communauté, c'est comment choisir son médecin ou son centre même de suivi en PMA. Est-ce que vous auriez des conseils, des astuces à nous donner là-dessus ? Alors, conseil, je ne sais pas. Maintenant, je pense que, en tout cas en France, chez nous, il y a de plus en plus de centres qui ont, on va dire, une équipe médicale au point, avec du dynamisme. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre sur le CHU de Brest. Un conseil, c'est plutôt que les patientes se sentent bien. C'est vrai qu'il y a certaines patientes qui vont faire un petit peu plus de kilomètres pour aller dans une équipe d'accueil vers lequel elles se sentent mieux. J'ai pas de conseils particuliers. Je pense que toutes les équipes se mettent à jour aussi régulièrement de par les congrès, de par les formations, et on essaye vraiment d'avoir des consensus nationaux. Donc en tout cas, on essaie de travailler tous de la même façon. D'accord, ok, ouais, c'est important de suivre son instinct sur ces choses-là aussi. Une question, est-ce qu'il existe une batterie de tests standards à réaliser ou qui soit réalisée donc auprès des différents patients lors d'un début de parcours de PMA, ou est-ce que la médecine est vraiment très individualisée et ce dès le début ? Oui, alors effectivement, toutes les patientes qui viennent en première consultation chez nous, on a un bilan complet d'emblée dès cette première consultation et qui va concerner à la fois l'homme et la femme. Donc chez l'homme, on va demander un prélèvement qui est le spermogramme, qui se fait sur un prélèvement au laboratoire, donc sur le site du CHU. Et chez la femme, il y a 3 examens principalement, on va dire paramédicaux, qui sont de réaliser une échographie des ovaires pour estimer un petit peu la capacité des ovaires à répondre au traitement, une radiographie des trompes, donc ça c'est l'hystérosalpingographie, c'est un mot un petit peu difficile à retenir, mais un examen qui fait souvent un peu peur. Voilà, et c'est juste s'assurer qu'en fait les trompes ne soient pas bouchées, dans quel cas on changerait un petit peu de technique médicale.
Et le troisième examen chez la patiente, c'est une prise de sang très complète où on va regarder les hormones du cycle ovarien, les hormones aussi de la thyroïde par exemple, et également toutes les sérologies qui seront ensuite obligatoires à dépister pour les centres AMP, le VIH, les hépatites, la syphilis. Et chez les patientes, on regarde aussi toxoplasmose rubéole, qui sont deux sérologies en préconceptionnel importantes, puisque en cas de séroconversion pendant la grossesse, ça peut être un petit peu embêtant pour la maman, mais surtout pour le bébé. D'accord, OK. Ouais, donc c'est quand même, assez conséquent, hein, ces batteries d'examens, c'est pas anodin, hein? Ouais, c'est D'accord. très complet, mais au moins on le fait dès la première consultation, on l'explique aux patients. Alors bien sûr, il y a aussi tout ce qui est examen clinique ou reprendre un petit peu les bases de la physiologie sur les périodes les plus favorables pour la fertilité et autres. Mais vraiment, ce bilan complet, on prend part de le faire dès le début pour être sûr de ne passer à côté de rien, en tout cas d'emblée. Ouais, donc de proposer, le protocole le plus adapté, en fait, finalement. Oui, voilà, sur les causes les plus évidentes, ça permet ensuite d'orienter nos techniques de traitement. D'accord, je comprends. Et alors, vous disiez justement quelques mots sur les bases de la physiologie. Est-ce que, vous-même, vous vous retrouvez dans un rôle, d'éducateur, régulièrement? Et si oui, en fait, je serais intéressée pour savoir, quelles sont les incompréhensions, les confusions peut-être les plus courantes, auxquelles vous devez, faire face et comment est-ce que vous y remédiez, en fait? Quelles sont peut-être des bases, à savoir, qui seraient, voilà, très importantes de clarifier? Bah, effectivement, il y a des fois juste de reprendre un petit peu à zéro, je dirais, sur les bases du cycle, de la physiologie. Tout simplement, quand on prescrit des examens, on va pouvoir les expliquer pourquoi est-ce qu'on les fait finalement, qu'est-ce qu'on va chercher. Et ce qu'on recherche, c'est finalement de retrouver un peu le circuit de la fécondation, savoir si les patientes ovulent, à quelle période elles vont ovuler. Donc, sur des cycles moyens de 28 jours, une patiente ovule vers le 14e jour. Donc, c'est vrai que nous, on va orienter la fréquence des rapports, on va dire à peu près 2 à 3 par semaine sur cette période d'ovulation, donc entre le 10e et le 16e jour du cycle, pour les patientes qui ont des cycles réguliers. Et c'est vrai qu'après, on va faire du cas par cas. Si ce sont des patientes qui ont des cycles plutôt courts ou plutôt longs, bien sûr, on va s'adapter à chaque patiente aussi. Et donc, ça permet aussi de revenir avec eux en utilisant des schémas parfois ou des dessins, de reprendre un petit peu la construction des organes chez la femme et chez l'homme pour revoir les bases, je dirais. Ouais, vous avez, complètement raison. Je pense que c'est hyper important, voilà, de reprendre, les bases pour que tout le monde soit au même niveau et qu'on ait un même niveau de compréhension finalement pour être, pleinement acteur, de son parcours. Alors une autre des réalités, de la PMA et de ces traitements, c'est que parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu justement de l'adaptation éventuelle des traitements, que ce soit donc, en insémination, en FIV, en stimulation, simple ou non. Est-ce que, on garde, les mêmes traitements, pendant plusieurs cycles pour en tirer, suffisamment d'enseignements? Est-ce qu'on est censé, les adapter, tout de suite? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre approche là-dessus? Donc c'est vrai que déjà ce bilan complet de départ, il va nous permettre de déterminer un petit peu quelle technique sera, on va dire, celle à plus de chances de réussite pour les couples, puisqu'on a soit des stimulations simples de l'ovulation, des inséminations, le parcours FIV ou les parcours de don aussi. Et donc c'est vrai qu'en fonction déjà des premières techniques envisagées, on va partir sur 3 ou 4 cycles de traitement. Et si effectivement on n'a pas la réponse obtenue tout de suite, on va se repositionner un petit peu après. On attend toujours 1 ou 2 cycles de traitement avant de rediscuter ensemble des dossiers. Nous, on va les staffer aussi régulièrement. Mais pour les patientes, c'est des fois de compléter un peu les examens avec d'autres examens complémentaires qu'on ne propose pas d'emblée, mais qu'on va faire si on a vraiment des échecs ou des non-réponses, je dirais, au traitement mené. Donc, ça peut être par exemple des hystéroscopies, c'est d'aller voir avec une petite caméra à l'intérieur de l'utérus pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déformation, d'inflammation. Ça peut être des bilans sanguins, des fois un petit peu plus poussés aussi, à la recherche d'anticorps ou de pathologies sanguines. Mais c'est vrai que ces examens qui sont coûteux et pour lesquels on sait qu'on ne retrouve pas toujours de résultats, en tout cas qui vont nous aider à mener les traitements, on ne le fait pas du tout en systématique chez toutes les patientes. On le fait vraiment, je dirais, au goutte à goutte si on a besoin d'avancer avec d'autres réponses.
On entend aussi, de plus en plus, alors parfois, du fait de protocoles qui ne marchent pas ou d'autres, du fait, je ne sais pas, d'un âge plus avancé, chez, la patiente notamment, qui se retrouve peut-être, un petit peu plus proche, de la quarantaine. On entend donc parler de couples, ou de personnes, en tout court, qui se tournent vers l'étranger pour, des dons, mais pas que. Et voilà, je voulais savoir, ce que vous en pensez. Parfois, c'est sur les conseils du gynéco directement ou même, enfin voilà, d'un médecin de l'équipe médicale du centre d'AMP. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de cette option, en fait, d'avoir, recours à l'étranger? Alors, je dirais que ça arrive chez quelques couples. Maintenant, nous, en tout cas, les couples qui ont eu recours, ça va être plutôt en lien avec l'âge. Effectivement, on a un petit peu des médecines à deux vitesses entre l'étranger et ce qu'on a aujourd'hui en France. Aujourd'hui, en France, chez la femme, on peut rembourser les soins jusqu'à 43 ans. Au-delà, ça va plus être pris en charge. Et donc, c'est vrai que chez ces patientes chez qui on n'a pas pu mener tous les traitements, en tout cas, on se retrouve un petit peu coincé à cet âge-là. Et donc, ces femmes vont aller recourir à l'étranger pour cette raison-là, le fait de plus avoir de prise en charge en France. Alors nous, je dirais que légalement, on pourrait aller un petit peu au-delà, mais on se retrouve un petit peu avec les caisses d'assurance maladie qui s'arrêtent à une prise en charge à 43 ans. Donc, la plupart des patients ne vont pas proposer de tentatives chez les patientes au-delà de cet âge-là, ou quelque chose proposer, mais à ce moment-là, à leurs frais. Et l'autre partie, je dirais, des couples qui peuvent avoir recours, c'est des fois pour des questions aussi justement de bilan un peu plus exhaustif, avec des dépistages peut-être génétiques ou des tests un peu plus poussés, mais qui de la même façon ne sont pas en tout cas proposés ni remboursés en France. Et donc ces couples ont tendance à aller faire un petit peu je dirais le test global à Mmh. l'étranger pour être pris en charge rapidement. Et de quel type, de test génétique, est-ce que vous parlez, juste pour avoir une idée? Alors, en fait, c'est des batteries de tests génétiques pour reconnaître un petit peu les compatibilités des patients, soit dans le cadre du don, ou en tout cas d'être sûr de ne pas transmettre des anomalies génétiques qui ou ne permettraient pas d'avoir des grossesses, ou en tout cas mettraient en risque, je dirais, la grossesse ou l'enfant issu de cette grossesse. Et c'est vrai que tous ces dépistages ne se font pas en France. Et donc, il y a des tests un peu plus élargis à l'étranger. Alors, j'ai pas la liste exacte, mais c'est vrai que tout ce qui est avancée génétique, on est un petit peu ou en retard ou en tout cas très réglementé en France. Et c'est pourquoi des fois des patients vont aller voir un petit peu ailleurs. J'aimerais revenir sur l'impact de la crise sanitaire du coronavirus et donc l'impact que ça a pu avoir sur les traitements et sur les centres d'AMP en France. Est-ce qu'on pourrait parler justement voilà, de l'arrêt des traitements? Et je pense aussi notamment à ces femmes à fort IMC qui ont dû donc voir leur traitement complètement arrêté et donc ne pas reprendre du fait des risques spécifiques liés à l'obésité et au coronavirus. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, alors on a été tous un petit peu remués, je pense, par cette période-là. On a eu, nous, une activité qui s'est arrêtée pendant presque 2 mois, en tout cas sur les gestes. Par contre, pour essayer aussi de continuer à entourer les couples et à avancer dans leur démarche, on a pris parti de continuer les téléconsultations, en tout cas de les débuter, puisqu'on n'en faisait pas forcément beaucoup avant. Et ça a permis d'ouvrir un nouveau type d'activité, donc ils se consultaient par vidéo ou par téléphone. Et ça a été déjà un point très positif reçu par les patients qui se sont pas sentis abandonnés déjà avec toute cette période d'isolement, de rajouter en plus la mise en pause du parcours, c'était un petit peu difficile pour eux. Et on a pu nous redémarrer au niveau la levée du confinement, hein. Donc on a repris sur une activité un peu restreinte au départ. Par exemple, pour les FIV, on avait une autorisation de faire 2 ponctions par jour au lieu de 4 voire 5 habituellement. Donc, ce qui a nécessité de construire un petit peu le circuit de soins pour les patientes, de programmer aussi les gestes, de ne pas pouvoir prendre les patientes au moment où elles appelaient, mais des fois de les décaler de 15 jours, voire un mois, et aussi de respecter tout ce qui est recommandations nationales. Et par là, on a bien sûr des règles d'hygiène et des questionnaires à faire remplir aux patientes, notamment sur les facteurs de risque. Et c'est vrai que l'IMC supérieur à 30 a été un facteur de risque qui nous a contrariés, mais qui a été respecté dans tous les centres. Et on commence à voir quelques allègements dans les recommandations nationales, mais on discute vraiment des dossiers au cas par cas dans les
dans les moments où ça peut poser problème. Ces facteurs de risque qui mettent en différé les tentatives pour des patientes qui attendent déjà depuis plusieurs mois. C'est un petit peu compliqué à gérer psychologiquement et éthiquement même pour ces patients. D'accord, ouais, ok. Donc du coup, en fait, ça m'amène à ma question suivante qui a attrait à la patience. La patience qui est quand même une des qualités qu'on doit développer un peu malgré nous, hein, malheureusement. Il y a quand même beaucoup d'attentes entre la fin d'un cycle, l'attente d'un cycle peut-être à blanc, les différents rendez-vous qu'il faut prendre. Enfin, voilà, tout se passe pas en 3 jours. Est-ce que vous auriez des conseils à donner justement pour les patientes et les couples peut-être qui doivent gérer cette patience, cette attente qui parfois paraît infinie puisque voilà, en fait, on a déjà attendu pas mal de temps avant de venir vous consulter. Enfin, c'est le projet bébé peut être très long et douloureux de ce fait. Alors, nous, on a déjà de la chance. À Brest, on va dire, en période normale, on n'a pas de délai d'attente pour prendre en charge les patientes pour leur traitement. Donc, ça, c'est un confort vraiment qu'on apprécie tous les jours. Parce qu'on sait que certains centres, peut-être dans d'autres grandes villes en France ou autres, peuvent attendre des fois 4 à 6 mois avant de pouvoir démarrer un traitement. Nous, c'est pas du tout le cas. Il y a simplement un délai minimum légal qui est d'1 mois entre la première consultation et le début des traitements. Puis pour ce qui est des conseils, nous, on est assez pro, je dirais, petites attentions parallèles aussi et prise en charge des patientes dans leur globalité. Donc, on va vraiment encourager. On a des psychologues déjà qui travaillent dans le centre et qui reçoivent les couples qui le souhaitent. Ou dans les parcours de dons, on impose une consultation systématique avec une psychologue ou psychiatre. Et par contre, c'est vraiment à la demande des couples, s'ils le souhaitent, d'avoir un soutien, je dirais, individuel, chacun tout au cours de leur prise en charge. Et on va aussi encourager tout ce qui peut être acupuncture, de l'hypnose, de l'activité physique, de la relaxation. Il y a eu aussi un moment avec nos sages-femmes, donc des créations de groupes de parole, où ils faisaient un petit temps de relaxation et un petit temps d'échange entre les patientes qui menaient leur traitement. Et je pense que d'en parler, ça fait toujours du bien à tous les couples, que ce soit à des proches ou à des personnes professionnelles. Alors, est-ce que vous auriez un petit mot pour la fin, quelque chose que vous voudriez partager, quelque chose que j'aurais oublié de vous demander peut-être? Non, là dans l'actualité, c'est surtout le Covid qui nous a un peu retourné, mais on en sort tout doucement, j'espère, pour un peu de temps, que ça va pas nous retomber dessus. Ouais. Mais en tout cas, on est préparé. Je veux dire, les circuits ont été. Il nous a pris beaucoup de temps d'organiser les circuits Covid, mais pour l'instant, on en sort et on est plutôt content pour les patientes qu'elles puissent redémarrer assez vite. Et du côté des donneurs et donneuses aussi, le recrutement avait été complètement gelé, en tout cas pour faire des dons d'ovocytes ou des dons de spermatozoïdes. Et là, on a enfin un feu vert pour redémarrer cette activité-là. Donc, c'est pour les couples qui attendaient en face des receveurs, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une excellente nouvelle. Très bien. Pour terminer, une petite question peut-être un petit peu plus personnelle que nous posons à tous donc les praticiens qu'on rencontre. Est-ce que vous pourriez me parler d'un moment qui vous a particulièrement marqué dans votre carrière? Vous savez, ce genre de moment qui vous fait dire je suis vraiment au bon endroit et j'adore ce que je fais. Eh bien, je vais peut-être citer un moment d'aujourd'hui parce que je n'ai pas spécialement en tête là comme ça à chaud, mais on vient de recevoir aujourd'hui, j'ai ma collègue de bureau là qui m'a transmis un courrier d'une patiente que l'on avait reçue en don et qui voulait des informations pour savoir si on pouvait accéder à sa demande. Et c'est une patiente qui avait déjà adopté une petite fille et en fait elle a beaucoup réfléchi depuis la consultation et elle nous a envoyé un très gentil courrier en nous remerciant de cet accueil et en disant que finalement, elle avait déjà une merveilleuse petite fille et qu'elle souhaitait laisser finalement la place au don pour un autre couple pour qu'ils puissent découvrir ce bel événement. Donc, je trouvais ça très touchant. On est toujours content d'avoir des bons retours de nos patients sous cette forme-là. Là, c'est clair, sympa, super, d'accord. Bon, écoutez, je vous dis un grand merci en tout cas d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Oui, merci, bon courage.
Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Un immense merci au Dr Beauvillard et Dr Bouet pour leur partage et pour leur temps. J'espère que ces témoignages vous auront aidé à y voir un peu plus clair. La série d'épisodes spéciaux consacrés aux acteurs de la PMA continue. Alors on se retrouve tout au long de cet été. En attendant, si vous souhaitez continuer à suivre et à soutenir le podcast, direction Apple Podcast ou iTunes, c'est bon pour le karma et franchement, il n'y a pas de meilleur moyen pour nous aider. Vous nous donnez 5 étoiles et puis vous nous mettez un petit message. Ça nous fera beaucoup de bien et ça permet au podcast à gagner en visibilité. Si vous avez la moindre question sur le podcast ou que vous souhaiteriez participer, n'hésitez pas, on est toujours à la recherche de nouveaux témoignages. Alors écrivez-nous directement sur notre site internet. Alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, un bel été et je vous retrouve dans une semaine mercredi prochain. À bientôt.